Alors, pour cette troisième table ronde, nous avons donc en première table ronde essayé de mieux comprendre ce qu'était l'épilepsie, faire un lien évidemment avec aussi les handicaps invisibles. Deuxième table ronde, à travers un témoignage, nous avons essayé de voir quelles étaient les conséquences en environnement emploi. Et là, nous allons essayer de mieux comprendre quelles sont les ressources susceptibles d'être mobilisées. Et on va le faire grâce à deux témoignages qu'on a mis là-dedans, qui seront des témoignages vidéo, à donc l'ADAPT qui porte les appuis spécifiques, et au docteur Birabin à qui j'ai demandé j'ai demandé un exercice pas très très simple qui consiste à essayer de mettre en relief ce qu'on aura pu voir cet après-midi à travers son expérience de création et ensuite de mise en œuvre et de déploiement d'une consultation notamment sur l'épilepsie et notamment sur l'épilepsie et l'emploi. Alors, c'est là où je ne suis plus très sûr de toutes les compétences requises, mais j'aimerais vous passer, en vous demandant d'être attentif, la vidéo d'Amandine Laurent. Alors, si j'ai la baraka, j'appuie et ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, Justine et Anna, qui ne sont pas là, mais qui m'entendent probablement, vont rappliquer très vite. Bonjour, je m'appelle Amandine Laurent, je suis professeure de mathématiques. Vous entendez ? Dans l'Académie de Nantes, en Mayenne. Et j'habite en Ille-et-Vilaine, à Fougères. Je suis là pour vous parler de la mobilité. Dans mon cas, j'ai été diagnostiquée épileptique en juin 2015, suite à une crise généralisée que j'ai faite en salle des professeurs. Suite à cette crise, il est recommandé de ne pas conduire pendant 1 an sans apparition de nouvelles crises. Sinon, c'est encore prolongé d'1 an. Donc ma difficulté, c'est que le collège se trouve à 25 km de chez moi. Le collège est à Landivy en campagne, il n'y a pas de transport en commun. Le covoiturage n'existait pas en 2015 et c'est encore très compliqué. Donc, suite à cette interdiction de conduire, j'ai contacté la direction des personnels. Ma gestionnaire m'a dit qu'elle n'avait pas validé pour elle, à sa connaissance, il n'y avait pas de transport possible. Par contre, elle allait chercher une solution. Donc, elle m'a rappelé un peu plus tard et sa solution a été de me proposer un poste à Nantes avec un logement de fonction. Donc, plus de problème de déplacement. Sauf qu'elle ne s'est pas rendue compte que ça a changé toute ma vie. Donc déjà l'épilepsie, voilà, l'annonce de la maladie, c'est difficile à gérer. Mais devoir quitter ses amis, ses loisirs, s'éloigner de sa famille, c'est psychologiquement, c'était pas gérable. Moralement, c'est pas possible de devoir s'éloigner à cause de la maladie et en plus à cause du travail. 4 de mes collègues qui habitaient aux alentours de chez moi se sont organisés pour pouvoir assurer mon transport matin et soir. Et le plus compliqué, c'était les soirs de réunion, mais de mémoire, j'ai pas raté quoi que ce soit. On a toujours réussi à m'emmener et me ramener. Être dépendante comme ça de mes collègues, ça a été difficile à accepter, même s'ils l'ont fait de bon cœur toute l'année. Pour moi, c'était compliqué d'être dépendante de mes collègues. Donc, une fois cette année passée sans conduire, donc avec toutes les contraintes personnelles qu'il y a à côté, hein, là on parle que des contraintes professionnelles, mais il faut se dire qu'à côté, il y a quand même les contraintes personnelles. J'ai pu récupérer mon permis, et ce jusqu'en mai 2023. Donc en mai 2023, j'ai fait une perte de contact assez prolongée qui ressemblait fortement à une crise d'épilepsie ou à un début. Donc par précaution, je n'ai pas conduit de nouveau pendant 1 an. Par contre, cette fois-ci, je voulais plus du tout être dépendante de mes collègues. C'était pas possible. Moralement, c'était pas possible. Donc j'ai contacté la médecine de prévention. Le secrétariat m'a répondu qu'elle n'avait pas à sa connaissance de solution à me proposer. J'ai donc été chercher sur Internet parmi la liste des personnels, les personnes qui pouvaient m'aider.
Et je suis tombée sur, en effet, la conseillère en handicap et je me suis dit, oui, tu as la RQTH depuis 2015, tu es handicapé et il va falloir à un moment donné accepter les aides qu'on peut proposer. Donc j'ai contacté cette personne qui m'a renvoyée vers le responsable des aménagements pour les personnes handicapées. Donc ce monsieur m'a rappelé et m'a dit je vous envoie le dossier, vous insérez le certificat de votre neurologue, vous proposez un devis fait par une entreprise de transport en ambulance proche de chez vous et j'envoie le dossier à la médecin de prévention qui donnera son avis. Donc j'ai eu la chance, parce qu'on était quand même début juillet, j'ai eu la chance le 20 juillet d'avoir confirmation que mon transport était accepté et qu'il serait mis en place dès la rentrée 2023 pour une durée illimitée tant que j'en avais besoin. Enfin non, pour une durée d'1 an maximum et le dossier aurait été renouvelé si besoin. Donc ça a été un grand soulagement de savoir que ça allait être mis en place rapidement. J'ai pu être plus sereine, plus détendue et profiter de mes vacances. Pour conclure, ma difficulté, c'est de rencontrer la bonne personne au bon instant qui a les réponses à mes questions ou qui peut orienter vers la personne qui peut mettre les aménagements en place. Les médecins de prévention et les secrétariats, peut-être, devraient détenir davantage d'informations, en particulier avec la RQTH. Je pense qu'il y a des choses à faire puisque j'avais déclaré ma RQTH, donc peut-être tous les ans faire un rappel pour toutes les personnes qui se sont déclarées comme travailleurs handicapés pour leur fournir des informations sur les différents services possibles. Voilà, quelques pistes à explorer. Une autre personne ressource pourrait être l'assistante sociale. Même si on ne pense pas forcément aller vers elle, tout de suite on s'imagine problèmes sociaux, problèmes financiers. Elle m'a permis de mettre en place mon temps partiel, elle m'a aidé à faire les démarches. C'est une personne qui est ressource et à laquelle on ne pense pas forcément. Peut-être mieux informer aussi les chefs d'établissement, mais je sais qu'ils ont déjà beaucoup de travail. Merci de m'avoir écouté et bonne continuation. Je pense qu'on peut effectivement la remercier, peut-être l'applaudir, même si elle n'est pas là. Elle écoutera sans doute. Voilà, pour la petite histoire, Amandine Laurent, elle a accepté tout de suite son témoignage en pensant que si on parlait des ressources, si on parlait de son parcours, peut-être qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Voilà, je vous disais tout à l'heure qu'elle était... Elle ne se sentait pas suffisamment en confiance dans le contrôle de sa maladie pour prendre le risque de venir nous parler en public, même si c'est aussi son métier de parler en public, puisqu'elle le fait, mais auprès de collégiens. Et voilà. Et donc cet exercice-là, elle l'a fait pour nous. Alors la qualité vidéo autant que sonore n'était pas forcément extraordinaire. Heureusement, le sous-titrage nous a parfois aidé à tenir, mais je crois que c'était nécessaire pour nous de prendre ce temps de réflexion. Et moi, ce temps de réflexion, il a suscité un certain nombre de, justement, peut-être d'axes de réflexion qu'on pouvait avoir ensemble, nous, professionnels, de l'emploi des personnes en situation de handicap, quel que soit... que ce soit l'accès, le maintien dans l'emploi ou parfois les reconversions possibles. Alors j'avais envie de vous les livrer et puis peut-être d'avoir quelques échanges, si ça suscite chez vous également d'autres réflexions, de vous livrer peut-être les 3 points sur lesquels je pense que c'est intéressant de s'interroger. La première, c'est la question de notre posture en tant que professionnel, qu'on ait des ressources, qu'on soit référent handicap ou pas. Je ne sais pas si vous avez vu dans le continuum de son récit, en fait la seule experte de sa vie, c'est elle quand même. Et parfois, on a besoin de prendre ça en compte. Peut-être qu'on a besoin aussi de se dire, on s'organise, on parlait tout à l'heure avec le délégué régional de la GFIP, du PRITH, alors on réfléchit tous ensemble avec des experts, et on est souvent ici en train de se dire comment on peut faire pour améliorer, et souvent on oublie en fait que la personne qui doit être mise au centre dans la construction, parce que même si on met en fait en place un certain nombre de choses, on a vu les errements auxquels Amandine Laurent par lesquels elle a dû passer, et qui rendent les choses pas très très simples. En tout cas, rappelons-nous toujours que la personne qui elle-même subit ce parcours-là, en fait, c'est la première experte.
La deuxième, c'est aussi, en continuité avec ça, l'angle d'appréhension de la situation. Alors, on va partir de la dimension médicale, on va partir de la dimension professionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu dans le parcours d'Amandine, moi, elle m'a raconté un peu plus en détail quand on a préparé ça. Eh bien, en fait, elle m'explique qu'au départ, elle s'adresse... alors, elle ne sait pas à qui s'adresser, prof, au collège. Il se trouve qu'en plus de ça, elle habite en Ille-et-Vilaine, mais elle bosse en Mayenne, donc on est sur deux régions qui sont différentes. Et puis, alors, elle a un gestionnaire RH, mais le gestionnaire RH lui dit, je ne sais pas quoi, je vais voir. Et alors, je ne sais pas si ça a été dit ici, le gestionnaire RH lui dit, bon, bah, écoutez, super, on vous a trouvé une solution, et la solution, c'est d'être prof à Nantes, et on vous a trouvé un logement de fonction. Alors, franchement, quand on regarde par rapport à la proposition qui est faite, arriver à trouver une solution comme celle-là, c'est quand même génialissime. Sauf qu'en fait, c'était pas possible pour Amandine de changer complètement de vie, d'aller dans un logement de fonction, au motif qu'effectivement, on lui avait trouvé une solution technique. Elle n'était pas au centre du truc, vous voyez le truc. Et ensuite, je vous dis, mais alors ça s'est passé comment? Vous avez rencontré votre correspondant handicap? Oui, alors non, mais en fait, c'est parce que c'est le médecin du travail qui a envoyé quelque chose. Alors là, il y a un gestionnaire technique. Tout le monde fait super bien son boulot, en fait, dans son histoire, hein. Et le gestionnaire technique, bah, lui, il va appliquer quelque chose. Mais la personne il n'y a pas d'accompagnement en tant que tel. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle essaye en permanence d'aller trouver les bonnes ressources et de les associer. Voilà. Et donc ça évoque pour moi une troisième réflexion qui est comment pourrions-nous faire pour que la personne soit au centre, pour que nous arrivions parfois à sortir de nos offres de services, quand bien même elles sont très pertinentes, pour ensemble partager une vision. Voilà, c'est ce qu'on a souvent fait, que ce soit dans d'autres cénacles, on en discutait tout à l'heure, quand on réunit en fait plusieurs acteurs, plusieurs professionnels pour se dire autour de cette table comment arriver à trouver les solutions. Et évidemment, il ne faut pas que les acteurs se retrouvent seuls, il faut qu'ils se retrouvent aussi avec la personne en tant que telle. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que, en fait, plus régulièrement, on ait la présence d'esprit de mettre en place des équipes pluridisciplinaires, ce que vous faites régulièrement au sein de vos établissements? Dans ce parcours, ça m'a semblé assez flagrant. Voilà, c'était les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous voulez partager avec moi, mais entre la vision ou le visionnage de sa vidéo et ce qu'elle a pu me dire, j'ai trouvé que c'était important peut-être de se rappeler ça, pour que nous ne passions pas à côté de ce qui est le cœur, c'est que chaque individu, finalement, suit son parcours, a le sentiment, bien évidemment, d'être central, et c'est le cas, et parfois doit s'affranchir de nos logiques d'offres de services qui, à un moment donné, n'arrivent pas forcément à se coordonner suffisamment bien. Et pourtant, tout le monde a bien travaillé dans cette histoire-là. Réflexion, vous avez envie de réagir ? Non, ça c'est parce que je vous ai dit qu'on était à la bourre tout à l'heure et que vous voulez m'aider. Ok, super. Eh bien, je vous propose maintenant de faire un zoom malgré tout sur les offres de services, parce que c'est bien comme ça qu'on arrive aussi à faire avancer les choses, avec Siegfried Martin et Louise Léchard, qui sont tous les deux de l'ADAPT. L'ADAPT porte les appuis spécifiques, mais je ne vais pas déflorer le sujet. Je vais vous donner tout de suite la zapette pour que vous puissiez nous présenter ce que sont les appuis spécifiques et comment vous êtes amené à intervenir et à partir notamment de quelles prescriptions ou recommandations. Merci, bonjour à tous. Merci de nous accueillir et puis je remercie Louise de m'accompagner pour présenter les appuis spécifiques. Donc Louise va plutôt, elle rebondira sur mes propos au besoin et puis elle vous présentera plutôt une situation concrète pour mettre concrètement en évidence le travail qui est mis en place au niveau des appuis spécifiques. Donc pour commencer, ce que je peux dire, c'est que les appuis spécifiques, donc c'est un dispositif qui est financé par l'AGFIP et le FIP, donc qui intervient en dimension régionale, donc sur les 4 départements bretons au niveau de l'ADAPT Ouest, avec, on va dire, des objectifs, finalités qui sont d'identifier des solutions de compensation, qu'elles puissent être efficientes, individualisées, concrètes, et qu'elles soient adaptées afin de favoriser l'autonomie des personnes un maximum. Donc le principe, c'est d'apporter un appui à la mise en œuvre des solutions, s'il y en a besoin.
Donc, il s'agit donc pour le prestataire d'apporter des éléments d'expertise sur la situation de handicap dans une sphère professionnelle ou en direction de l'emploi. Toujours avec ce principe de recueillir l'accord, l'assentiment de la personne et de pouvoir effectivement éclairer le prescripteur référent dans le parcours et dans la prise en charge de l'accompagnement de la personne. Un des autres objectifs des appuis spécifiques, c'est aussi de pouvoir faire monter en compétence l'employeur, les conseillers à l'emploi, sur les conséquences du handicap de la personne accompagnée. Ok, non, pardon, je voulais juste peut-être faire un zoom, mais vous le connaissez parce que vous êtes la plupart d'entre vous déjà très professionnels là-dedans. Vous savez que les appuis spécifiques en fait sont organisés par famille. Voilà, donc vous à l'ADAPT. Donc l'ADAPT porte deux typologies de handicap, la typologie handicap psychique et la typologie TND, troubles neurodéveloppementaux. Il y a d'autres typologies qui sont portées par d'autres appuis spécifiques, que sont le handicap visuel, le handicap auditif et le handicap moteur ou maladie chronique invalidante. Ok, parfait. Alors, à qui s'adressent plus particulièrement vos services? Vous le disiez tout à l'heure. J'ai plutôt envie de poser la question suivante, c'est comment on accède en fait à vos services? Parce que vous disiez que ça s'adressait aussi bien aux conseillers qu'aux personnels. Pour accéder aux services, en fait, il y a une demande qui est déposée par l'employeur, donc ou par un conseiller, donc que ce soit par France Travail, les missions locales, que ce soit par les services de Cap Emploi. Et à partir de ça, en fait, il y a une prescription, une demande qui est faite directement sur la plateforme AGFIP. Et après, il y a tout un processus qui entre en ligne de compte pour de traitement effectivement de réception de la demande, de traitement de la demande. Et après, alors on le voit pas forcément là, mais on le verra un petit peu plus loin dans le support. En fait, il y a différentes étapes en fait qui permettent d'accompagner en fait cette saisine. En fait, je voulais vous laisser piloter ça parce que je vous avoue, c'est peut-être ça les modules, non? Je vous laisse, vous l'avez ici, je vous laisse piloter, soit avec l'angle en fonction de ce que vous vouliez dire, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu décalé. Voilà. Donc soit ça, soit vous le faites. Ça marche. C'est parce que je n'ai pas forcément pris dans le même ordre du PowerPoint. Donc effectivement, il y a toute une étape de ce qu'on appelle de qualification de la demande. Donc c'est une étape où on regarde effectivement si la situation prescrite peut rentrer dans le cadre d'un appui spécifique. À partir de cette étape de qualification de la demande, il y a un retour vers le prescripteur pour dire effectivement qu'on va accompagner la personne, donc avec proposition de différents modules. Donc des modules qui sont plus ou moins courts, qu'on appelle analyse de la situation, qui sont plus pour apporter un éclairage global sur la situation de handicap. Je fais assez court, un module qu'on appelle analyse des capacités, donc qui est plus effectivement pour évaluer les capacités du travailleur. Donc ça, ce sont deux modules qui sont relativement courts, qui représentent respectivement 20 et 4 heures sur un temps de 1 mois et 3 semaines, non renouvelables. Et il peut aussi y avoir une proposition faite aux prescripteurs de modules beaucoup plus longs, qui sont des modules de préconisation, conseil et appui pour des solutions de compensation. Donc c'est des modules qui représentent un volume d'accompagnement de 200 heures sur 18 mois qui sont renouvelables. Et voilà, ce sont des modules qui rentrent un peu plus dans le détail, avec une expertise un peu plus approfondie par une équipe pluriprofessionnelle. Donc les équipes de l'ADAP sont composées de CIP, d'ergothérapeutes, psychologues et neuropsychologues. Alors un neuropsychologue ne fait pas de bilan neuropsychologue, elle est plutôt sur des lectures de bilan et elle vient en soutien des équipes pour étayer et accompagner la personne correctement. Et avec la spécificité aussi des différents modules, donc c'est un module de suivi de préconisation qui intervient à 3 et à 6 mois à la fin de l'accompagnement. Ok. Je suis pas sûr que vous ayez pu dire qui étaient les prescripteurs, c'est-à-dire quel est le circuit. Par exemple, ici pour les établissements publics qui sont ici, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Peut-être que je pense que ça vaudrait le coup plutôt que de poser la question comme ça de manière fermée. Les prescripteurs, nous, c'est majoritairement des prescripteurs France Travail, Cap Emploi. D'accord. Et les missions locales. Ok. Y a-t-il la possibilité pour un établissement conventionné de passer par vous directement? Tout à fait.
Il y a possibilité de faire une demande de prescription quand on est conventionné. D'accord. Quand un employeur public fait une demande en disant « moi j'ai besoin d'aller plus loin », c'est quoi le circuit? Comment ça se passe pour arriver jusqu'à vous? Est-ce que tu as la réponse? Ah oui, alors Louise, du coup, je veux bien que vous preniez le relais. Comment ça se passe? Vous arrivez, vous avez des personnes qui vous sont envoyées, voilà, des établissements publics, et ils ont fait quel circuit avant? Alors l'employeur peut effectivement, alors les employeurs qui ont une convention avec le FIP peuvent effectivement nous solliciter directement via la plateforme AGFIP, l'extranet digital. Ça c'est pour le privé? Et aussi pour le... Et pour le public aussi? Oui, pour le public aussi. Okay. Alors parfois, les médecins de prévention peuvent aussi faire appel à Cap Emploi quand ils peuvent voir une situation où un agent est en difficulté. Et Cap Emploi, après, nous fait une demande de prescription, ce qui fait qu'on est dans la boucle avec les médecins de prévention, Cap Emploi et puis l'employeur. Donc, ça nous permet d'intervenir. Alors, quelles sont les situations ou peut-être l'expression des besoins que vous voyez le plus fréquemment quand vous avez une demande? Alors, les situations qu'on a le plus souvent, c'est des situations dans le cadre du maintien en emploi. Donc, lorsqu'il y a un agent qui est en poste et pour lesquels il y a une évolution de la situation de santé, soit parce qu'il y a une amplification des répercussions de la situation de santé, soit parce qu'il y a des nouvelles difficultés ou une situation de santé, enfin une problématique de santé qui peut apparaître dans le parcours de la personne. Donc on peut être appelé, nous, pour essayer de trouver des solutions qui permettent le maintien sur le poste du salarié, de l'agent. Donc concrètement, nous, on va essayer de déjà comprendre quelle est la situation de santé de la personne, quelles sont les répercussions de la situation de santé dans le cadre de l'emploi, de comprendre aussi quel est le contexte de travail, quelles sont les missions sur lesquelles la personne est positionnée, quels sont les liens au sein d'un collectif de travail, quel est le contexte organisationnel, pour essayer de proposer des solutions qui puissent effectivement être adaptées. Donc la manière dont on intervient donc en coopération avec les médecins de prévention, avec les employeurs, avec les services RH, avec les référents handicap. Donc c'est un travail vraiment d'équipe qu'on mène ensemble. Et bien sûr avec la personne accompagnée. On peut, nous, réaliser des observations sur poste. Donc, soit le CIP avec l'appui d'un ergothérapeute. On va venir observer la personne dans son emploi, dans son poste, voir un peu comment est-ce qu'elle réalise les tâches, quel est le contexte de travail, est-ce qu'on est dans un bureau où effectivement il y a 5-6 personnes, voilà, est-ce que c'est un poste qui est isolé, quelle est la charge de travail, enfin, c'est des paramètres qu'on essaye d'explorer pour pouvoir proposer ensuite des compensations techniques, des compensations humaines, des compensations organisationnelles, donc le temps de travail, est-ce qu'il faut un tuteur dans l'entreprise, est-ce qu'il faut voilà, des compensations techniques sur le poste de travail. Et dans une seconde partie, de pouvoir accompagner les employeurs dans la mise en place de ces préconisations. C'est un travail, comme je le disais, d'équipe, c'est-à-dire qu'on fait des préconisations qui soient réalistes et réalisables. L'idée, c'est vraiment de travailler avec l'employeur, avec le médecin de prévention pour que ces compensations peuvent soient effectivement mises en place auprès du salarié pour permettre le maintien en poste. Il y a un autre axe sur lequel on peut aussi intervenir, c'est des temps de sensibilisation et d'échange avec les collectifs de travail. Ça a pu être déjà un peu dit par les collègues là, qui sont intervenus avant. Parfois, il y a des situations d'incompréhension avec des collègues de travail, on ne comprend pas tel ou tel comportement, on n'a pas bien compris pourquoi est-ce que telle personne avait le droit à des aménagements et pas le reste du collectif. Donc on prend ces temps aussi auprès des collègues pour expliquer les répercussions de la situation de handicap, d'expliquer voilà, que c'est effectivement pas un manque de motivation, c'est pas voilà, c'est pas fait exprès, la bonne excuse, comme pouvait dire Inès tout à l'heure, c'est voilà, il y a une situation de santé qui avec des répercussions dans le cadre du travail, et parfois de pouvoir effectivement échanger et expliquer, ça évite bien des situations de tension et de conflit au travail. Ok, merci beaucoup. Alors on parle d'épilepsie aujourd'hui. Comment l'épilepsie rentre dans le cadre de vos attributions et avec qui? Peut-être à Siegfried. Merci. Alors là, à l'heure actuelle, on est en train de travailler avec l'AIR pour pouvoir effectivement
mettre en place des choses conjointes qui répondent effectivement aux différents modules et de voir qui intervient à quel niveau. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir conventionner avec eux et de pouvoir les faire intervenir sur des situations d'épilepsie, puisqu'effectivement, ils sont experts. Et dans ces cas-là, les professionnels de ADAPT sur le lot TND pourront accompagner effectivement les personnes qui souffrent de troubles cognitifs et autres, et de pouvoir travailler en tout cas en parallèle. Troubles neurodéveloppementaux, voilà. TND, je suppose. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok, dans le travail que vous avez fait préparatoire, vous avez aussi identifié un certain nombre d'acteurs, prestataires, en vol, SIADV, plateforme emploi. Vous pouvez nous en dire 2 mots sur ces acteurs et à quel moment il faut les solliciter? Alors on travaille de manière conjointe en fait sur la qualification de la demande. À partir du moment où on se rend compte qu'on n'est plus sur une spécificité de handicap moteur, on réoriente effectivement le prescripteur vers les services de l'APF, et inversement quand ce sont des troubles plus visuels, auditifs, on réoriente vers les services concernés, et inversement, il réoriente vers nos services en cas de besoin. Et parfois, effectivement, il y a des comorbidités ou en tout cas des handicaps croisés. Donc, du coup, il faut travailler ensemble. Une porte d'entrée, j'ai envie de dire, plutôt à un moment donné du côté du handicap psychique ou des troubles neurodéveloppementaux avec comorbidité associée. Donc, on fait appel aux partenaires. Parfait, super, merci beaucoup. Vous pouvez jeter un œil sur ça. Alors je ne suis pas sûr, c'est comment dirais-je, une œuvre personnelle et qui est peut-être pas partagée par tout le monde, mais j'ai essayé de comprendre en fait à travers ce que vous évoquiez les uns et les autres, quelles étaient les différentes ressources susceptibles de pouvoir être mobilisées aux différentes étapes en fait du parcours. Voilà. Alors je me suis dit tiens, il y a probablement dans un accompagnement un temps où il y a un accompagnement social et médico-social, ça a été évoqué tout à l'heure par l'équipe ressources épilepsie, pardon. Et puis il y a peut-être un temps d'orientation, d'appui professionnel. Alors évidemment c'est par gros blocs, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une sortie de l'école, mais oui, mais de nouveau des stages. On n'est pas encore complètement dans le milieu professionnel, on est encore à l'université, donc tout ça c'est pour avoir quelques repères. Et puis ensuite il y a un temps aussi d'adaptation, de compréhension, de dialogue. Vous venez d'évoquer tout à fait justement hein, ces actions de sensibilisation que vous faisiez également pour que l'équipe comprenne non, que c'est pas un faire valoir, je parle pas un faire valoir, mais un passe droit, pardon, et que voilà, qu'il fallait le mettre en place parce que c'était normal. Et donc les appuis spécifiques, vous êtes évidemment là-dedans. Et puis après, il y avait l'accompagnement à l'emploi. Je ne sais pas si on a un cap emploi aujourd'hui dans la salle avec nous. Il y avait quelqu'un qui s'était inscrit. Voilà. Bon, vous confirmez que vous vous retrouvez là-dedans ? Parfait. Donc, pour ceux qui l'ignoreraient encore, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas, bien sûr, le Cap Emploi est aussi le premier acteur avec lequel on peut essayer de composer aussi dans ce parcours, et notamment parce qu'il a un rôle d'abord de généraliste et de connaisseur des différents acteurs. Il connaît très très bien l'écosystème, puisqu'il est aussi prescripteur des différents acteurs de l'écosystème, au moins pour la partie évidemment emploi, un peu moins sur la partie médico-sociale, quoique souvent il y a un travail qui est fait collectivement pour arriver justement à ajuster ce qui est le travail thérapeutique, l'accompagnement thérapeutique et l'accompagnement vers l'emploi. Voilà, bon, vous avez compris qu'il y avait bien sûr des médecins traitants, des hôpitaux, etc. Dans l'orientation, l'appui professionnel, la formation, n'oubliez pas ces organismes de formation qui sont souvent des ressources utiles pour arriver à construire. Il y a aussi parmi ces organismes des spécialistes on va dire, de la prise en charge et de l'accompagnement et psycho, médico, social, etc. Comme c'est le cas des ESPE, SRP, qui sont donc les établissements et services de préorientation, et établissements et services de reconversion professionnelle. Et ces services-là, évidemment, on y accède principalement par une orientation par la MDPH, mais c'est souvent des équipements qui sont des équipements extrêmement intéressants parce qu'ils réunissent justement des équipes pluridisciplinaires. Voilà, je passe assez rapidement parce que les autres ont été vus. Voilà, et évidemment, vous qui êtes les acteurs importants, référents handicap, pour ceux qui le sont ici, ou services RH avec lesquels il faut composer. Je vous propose, parce que je vois aussi le temps passer, de nous emparer de cette témoignage. Alors vous avez vu, avec Inès, on avait l'accès à l'emploi, on était sur le maintien dans l'emploi avec
j'ai perdu Amandine Laurent, pardon, et nous allons maintenant voir en fait un cas de reconversion, car de temps en temps, certains métiers, comme ça a été évoqué tout à l'heure par l'équipe ressources épilepsie, certains métiers sont plus compatibles avec en fait l'épilepsie, et donc du coup, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Donc, on va voir ce que Alexandre Martin, cet ancien pompier du SDIS, a pu mettre en œuvre et comment ça s'est produit. Dès lors qu'on a du stockage de produits, il faut qu'on ait sur rétention pour éviter tout ce qui est écoulement. Dans la caserne des pompiers de Rennes, Alexandre Martin se forme à un nouveau métier. Après 10 années sur le terrain, la carrière de cet ancien pompier s'est arrêtée net à 31 ans, lorsque les premières crises d'épilepsie sont apparues. Quand j'ai été diagnostiqué épileptique, c'est toute ma vie qui s'est écroulée. J'étais sapeur-pompier professionnel, je n'avais plus le droit d'exercer. J'étais moniteur de plongée sous-marine dans mes loisirs, j'avais plus le droit d'exercer. Je faisais de la moto, je n'avais plus le droit de conduire. Une reconversion s'impose. Alexandre devient régisseur pour les opérations de communication des pompiers. Jusqu'à ce que son épilepsie s'aggrave, il se fait opérer et de nouvelles contraintes s'imposent alors. Il lui fallait la possibilité de conduire un véhicule lourd. Et le médecin du travail nous a fortement déconseillé cette conduite, donc impossibilité de poursuivre sur son poste actuel. Et donc, de nouveau, réflexion et réorganisation. Changer de métier une deuxième fois n'effraie pas Alexandre. Avec l'appui de ses chefs, il se fixe un nouvel horizon, des études pour exercer dans la prévention des risques au travail. Le fait d'avoir un employeur qui m'accompagne dans une reprise d'études pour aller passer un bac+3, va me permettre d'avoir une évolution de carrière, de nouvelles responsabilités et de m'épanouir sur les 25-30 prochaines années. Pour cette association qui accompagne des épileptiques, le cas d'Alexandre reste un exemple d'adaptation à une maladie prononcée, mais elle souligne que dans l'immense majorité des cas, les effets de l'épilepsie restent peu handicapants. La manifestation la plus courante, donc, c'est cette perte de conscience. Ça peut être aussi tout simplement un bras qui bouge. Ça peut être un rictus, ça peut être des taches devant les yeux. C'est tout ce qui va venir toucher en fait une partie de notre cerveau. Grâce au traitement, rares sont les personnes qui subissent désormais des crises avec convulsions. Pour Alexandre, ce n'est plus qu'1 à 2 fois par an. Pas de quoi faire obstacle à ses projets. Voilà, alors excellente transition pour vous accueillir, Dr Arnaud Birabin, parce que vous avez bien connu Alexandre Martin et vous me disiez qu'en fait de reconversion, il était revenu chez les pompiers, donc vous allez nous en dire un tout petit peu plus sur la suite. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Je vous laisse prendre le micro. Alors, pourquoi en fait votre présence ici? D'abord parce qu'en fait vous avez il y a 20 ans déjà créé une consultation en tant que neurologue, neurochirurgien et épileptologue et vous vous êtes dit il faut quand même faire quelque chose pour aider ces personnes épileptiques, entre autres activités que vous aviez, pour leur faciliter l'inclusion. Alors peut-être juste avant de vous demander ce rapport d'étonnement que je vous ai lancé comme défi tout à l'heure, peut-être rappeler en fait quels étaient déjà les constats que vous posiez à l'époque et puis peut-être les difficultés et les leviers que vous avez su trouver. Alors, en fait, cette consultation épilepsie et travail a été fondée il y a un peu plus de 25 ans maintenant parce que les patients épileptiques qui étaient guéris par la chirurgie ne trouvaient pas de travail. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'on ne guérissait pas. Si, la chirurgie peut guérir une épilepsie, je tiens à le dire. Bon, tout le monde ne peut pas être opéré. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et donc, ça a été fondé comme ça. J'ai été voir l'agrégé de médecine du travail au CHU qui m'a dit « Banco, on fait ça ». Et depuis, cette consultation est toujours pleine. Et elle est même maintenant remplie d'une fois sur l'autre. Et elle comprend... Alors, elle se passe avec le patient. C'est-à-dire qu'on peut discuter avec lui, il est au centre du truc, avec quelqu'un de la sécurité sociale, une assistante sociale, avec une responsable, enfin quelqu'un de la MDPH, donc vous voyez que ça peut accélérer certains papiers, avec un médecin du travail, bien sûr, quelquefois un médecin des gens de mer, quand on a traité des choses un peu plus bretonnes, disons. Et puis, depuis qu'on a fait des formations à tous les Cap Emploi de Bretagne, il y a souvent quelqu'un de Cap Emploi qui est là. Depuis qu'on a fait des formations de toutes les MDPH de Bretagne, il y a une personne de la MDPH qui vient régulièrement. Et donc, ce qu'on essaye de faire,
chez quelqu'un qui a une épilepsie de découverte récente, on essaye de trouver une solution, on lui propose la solution, on lui dit les intervenants, ils sont devant lui, on essaye de trouver tout de suite une solution. Quelquefois, la solution est simple, le médecin du travail prend son téléphone, appelle le médecin du travail et hop, le poste est aménagé et c'est fait. Ça prend 15 secondes. Alors qu'autrefois, le patient faisait un aller chez l'assistante sociale, puis ensuite le médecin du travail, puis revenait chez le neurologue, puis repartait à Cap Emploi, et ainsi de suite. Et donc ce ping-pong, quelquefois, on peut régler les choses en quelques minutes. Et ça, c'est pratique. Et puis ça s'est étendu, c'était plus que les gens guéris, c'était les gens qui avaient une épilepsie nouvelle, ça pouvait être les jeunes pour une orientation professionnelle. On a beaucoup de médecins scolaires qui nous envoient des patients pour nous dire est-ce qu'il peut être élagueur dans les arbres, enfin vous imaginez que si on est épileptique, c'est pas forcément le meilleur choix. Est-ce qu'il peut être dans les transports en commun, enfin bon, on a beaucoup de cas de ce type-là. Et on le fait en présence de la personne, de l'intéressé, pour qu'il puisse dire, voilà, quel est ton plan B, enfin, et on peut discuter comme ça assez facilement d'autres possibilités. Et le médecin du travail qui connaît bien son boulot présente d'autres possibilités. Et lui dit, ouais, mais tu pourrais faire une formation comme ça tu ne serais pas loin des gens qui font ci, et puis tu pourrais faire ça, et dans l'organisation, etc. Et en règle, on trouve des solutions. Alors il y a des fois où on ne sait pas si c'est une épilepsie ou pas. Et là, on ne peut pas donner une réponse immédiate, et ça peut prendre un peu plus longtemps. Mais sinon, c'est vraiment orienté vers le côté pratique et vers trouver une solution, et si possible immédiatement. Alors vous avez entendu, comme nous, cet après-midi, les différents témoignages et intervenants. Donc là, je vous lance ce défi d'essayer peut-être de ressortir quelques éléments qui vous ont semblé être intéressants pour peut-être dire où on en est, puis ce qu'il nous resterait peut-être à faire comme chemin. Alors, juste une petite remarque. L'épilepsie est une maladie particulière qui a une espèce d'aura un peu démoniaco-alcoolo, quelque chose, et il faut sortir de ça. Le point particulier de l'épilepsie, c'est qu'on ne sait pas quand la crise va arriver, où elle va arriver. Et d'ailleurs, épilambanein en grec, ça veut dire prend par surprise. Et c'est une maladie où on paye comptant. C'est-à-dire que si une personne ici dans la salle fait une crise, tout le monde va s'en souvenir. Si quelqu'un dans la salle a une tension artérielle qui monte de 2 points, personne ne le verra. Si son cholestérol monte de 3 points, personne ne le verra. Donc vous voyez, c'est une espèce de maladie où on paye comptant. Et c'est ça qui est vraiment le point particulier de cette maladie. On a dit un peu la fréquence, c'est 10 fois plus que la maladie de Parkinson, 10 fois plus d'épileptiques, 10 fois plus que la sclérose en plaques. Donc vous voyez, c'est une maladie beaucoup plus fréquente. Et les gens le cachent. On ne voit les gens que quand ils sont malades quelques secondes. Ensuite, je voulais dire que ça pouvait guérir quand même si pas toujours, mais quelquefois la nature guérit la maladie en elle-même. Le deuxième point important, et ça on en a beaucoup parlé, c'est que c'est une maladie qui touche le cerveau. Que le cerveau, ça sert aussi à dormir, ça sert aussi à être heureux ou malheureux, ça sert aussi à la mémoire, ça sert aussi à comprendre le monde, à la cognition, etc. Et que donc, il y a forcément un petit retentissement d'une façon ou d'une autre. Quelquefois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'épilepsie est plutôt une comorbidité, c'est-à-dire que vous avez une grosse maladie du cerveau et de temps en temps une crise, mais ce n'est pas la crise qui est en premier lieu, c'est la grosse maladie du cerveau. Les Alzheimer, il y a plus de 20% des Alzheimer qui font des crises d'épilepsie. Donc vous voyez, dès que ça touche le cerveau, ça peut donner des crises d'épilepsie. Le deuxième point important, c'est qu'on a vu que c'était extrêmement hétérogène. Et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui ne tombent pas. Il y a des gens qui perdent connaissance, il y a des gens qui sentent venir leur crise, il y a des gens qui ne perdent pas du tout connaissance. Et donc forcément, quand on adapte au travail, ça va être complètement différent. Celui qui tombe, on ne va pas le faire monter en haut des échelles. Celui qui ne tombe pas, on peut. Celui qui sent venir ses crises va se mettre à l'abri. Et donc, on peut lui confier des métiers, lui confier des tâches différentes de celui qui perd connaissance d'emblée et qui risque de faire une bêtise. J'ai connu des patients qui s'occupent dans des centrales atomiques, par exemple, vous voyez, la Hague, là, qui était de garde la nuit. Donc, on se dit, celui-là, s'il perd complètement connaissance et qu'il fait des gestes bizarres, attention. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses où on a trouvé une adaptation, je vous rassure. Dans ma vie, j'ai connu plus d'une trentaine de médecins épileptiques.
2 chirurgiens orthopédiques, un radiologue, un anesthésiste épileptique. Donc vous voyez, il y a des tas d'endroits où on prend un petit risque, mais on essaye d'adapter les choses et on a trouvé des adaptations, si vous voulez, je pourrais vous dire ça. Donc, les crises sont toutes différentes, les causes sont très différentes. Il est évident que si vous avez un cancer dans le cerveau, ce qu'on appelle le glioblastome, bon, c'est le glioblastome qui va tuer la personne, hein. Ce n'est pas l'épilepsie, l'épilepsie va passer un peu au second plan. Si vous avez une petite cicatrice parce que l'accouchement s'est passé dans un petit 3 pièces salle de travail, ça ne sera pas pareil du tout, parce que ça sera définitif, la cicatrice, mais elle ne va pas évoluer. Voilà. Il y a plein de traitements différents, on a plus d'une trentaine de médicaments maintenant, il y a des régimes alimentaires qui peuvent soigner l'épilepsie, il y a, enfin bon, la chirurgie comme on l'a vu, et donc les retentissements de ces traitements ne vont pas être les mêmes chez les gens. Le pronostic de l'épilepsie peut être aussi extrêmement variable, et en fait ça va être un peu notre métier dans ces consultations épilepsie des travail, de dire au médecin du travail, lui, c'est un bon pronostic, lui, il va continuer à faire des crises, lui, on a très peur qu'il continue à en faire, et donc, vous voyez bien les conséquences que ça peut avoir pour le poste de travail. Je reviens sur Epilambanane, c'est-à-dire prend par surprise. La crise prend par surprise, mais dans la vie de quelqu'un, quand une première crise arrive, ça prend par surprise aussi. Et ça va avoir, et on l'a vu un petit peu, des conséquences comme un orage dans un ciel serein, permis de conduire, déplacement professionnel, déplacement de loisirs, poste de travail, sport, loisirs, vie sentimentale, vie intime, parentalité. Est-ce que vous pouvez porter un enfant si vous êtes épileptique? Voilà, vous voyez des tas de choses comme ça. Découverte d'être épileptique, c'est parce que je distingue, moi, avoir une épilepsie, c'est faire des crises, mais être épileptique, c'est tenir compte dans sa vie qu'une crise pourrait arriver à tout moment. Et donc le être, c'est bon, voilà, les verbes, être épileptique, c'est toute la vie. Voilà. Une nuance sémantique, mais de taille. Exactement. Voilà, et puis donc cette découverte de devenir épileptique peut être une découverte de devenir handicapé, avec toutes les choses que ça peut représenter. Et bien souvent, les gens, ça leur tombe dessus, et il faut quelques semaines pour qu'on puisse commencer à parler des aides possibles, des reconversions possibles, etc. Et j'insiste, dans le travail, les gens le cachent dans 2/3 des cas à peu près. Je me souviens toujours de ces gens qui travaillent dans un fabricant de voitures qui n'est pas très loin, vous voyez. Les mecs dans la chaîne sont tous au courant qu'il y en a un qui est épileptique, l'encadrement, non. Donc il faut une crise, on l'assoit, on le remplace un peu, hop, il revient, et ainsi de suite. Mais l'encadrement n'est pas au courant. Sauf si, évidemment, c'est une grosse crise qui fait pipi par terre, enfin, bon, bref. Là, le médecin du travail le découvre. Mais tous les collègues qui étaient dans la chaîne le savaient. Alors ensuite, je parle un tout petit peu de ma consultation épilepsie et travail. Donc je vous ai dit un peu les membres qu'il y avait. Les patients qui nous sont adressés sont soit par des neurologues, soit par des médecins traitants, soit des médecins du travail, soit des médecins scolaires, Cap Emploi quelquefois. Ça concerne qui? Ça concerne les gens chez qui une épilepsie vient d'arriver. Ça concerne les gens qui sont en cours de formation pour une orientation. Et on essaye de trouver des solutions, soit on téléphone au médecin du travail, ça c'est facile, il sent venir ces crises, il n'y a aucun risque, vous pouvez y aller, et hop, le problème est réglé en 5 secondes. Alors quand est-ce qu'on les voit? On les voit quand le médecin du travail découvre l'épilepsie, qui était peut-être ancienne, quand l'épilepsie arrive d'un seul coup. Malheureusement, les délais maintenant sont 3 ou 4 mois à peu près, mais on essaye de répondre assez vite. Et encore une fois, on est vraiment tourné sur le pratique. On nous pose une question, on essaye de donner une réponse. Si on ne peut pas donner une réponse, on laisse du temps au temps, mais on justifie les choses. Et dans les arrêts de travail, on arrive à négocier avec le médecin de la Sécu pour que les indemnités journalières soient prolongées, si par hasard, il y a un projet derrière. Et ça, à chaque fois, ils sont d'accord. Voilà, alors donc le but de cette consultation, c'est vraiment le partage de compétences. Moi, j'ai appris beaucoup sur la médecine du travail, enfin médecine de prévention, hein, c'est ça on dit maintenant, excusez-moi. Et lui, je pense, a beaucoup appris sur l'épilepsie. Ceux qui sont venus, même les médecins des gens de mer, qui sont pourtant très rigides, ont beaucoup appris sur l'épilepsie et ça nous a fait vraiment beaucoup avancer. Je voudrais rappeler que
M. Martin, là, en effet, maintenant est considéré comme guéri. Alors, il a retrouvé son poste, mais il ne conduit pas les poids lourds. Hein, ça, c'est une question de législation. Mais je crois qu'il a retrouvé son poste au sein du SDIS de Rennes. Vous voyez, il y a quand même des bonnes sorties, mais il n'a pas perdu de boulot. C'est ça qui est important. Il n'a pas été désinséré grâce aux réadaptations qui ont pu être faites. Alors, l'association EPI Bretagne a sur son site une petite brochure qui résume Travail et épilepsie, qui est pas mal faite. C'est 5-6 pages. Je n'y ai pas participé, donc je peux le dire. Il y a 5-6 pages, mais ça résume les métiers où il y a la loi, les métiers où il n'y a pas de décret, etc., etc., et les façons d'y répondre. Le dernier point, si je peux en dire encore un dernier, c'est que je pense que l'avantage là, c'est que le médecin qui connaît le patient travaille avec les travailleurs sociaux et qu'on essaye de faire ensemble une synthèse en un seul coup. Vous voyez, on essaye d'éviter ces allers-retours, ces ping-pong qui durent des mois, qui peuvent durer des mois, et on préfère voir les gens avant que les indemnités journalières ne s'arrêtent. Parce que malheureusement, ça peut arriver. Quand on les voit au bout de 6-8 mois, c'est beaucoup trop tard. On ne peut pas les voir le lendemain de la première crise. Parce que là, ils sont dans la douche froide. Mais on peut les voir un mois après, quand ils commencent à voir ce que c'est de ne pas pouvoir conduire, quand ils commencent à voir ce que c'est que « Ah, mais attends, j'étais chauffeur de poids lourd, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Voilà. Donc, et le dernier ultime point, c'est que si on fait tout ça ensemble, on arrive à trouver des solutions individuelles. Je ne pense pas qu'il y ait un seul patient qu'on ait laissé sur le carreau. D'accord ? Il n'y en a pas un seul. Ça a pris du temps, ça n'a pas été facile. C'était peut-être pas forcément exactement ce qu'il voulait faire. Tout le monde ne peut pas être président de la République, mais on n'a pas laissé une seule personne. Il y a un des mots que je trouve essentiel dans ce qu'on leur dit, c'est « on ne vous laissera jamais tomber ». Si les solutions qu'on vous a données ne vont pas, vous revenez et on recommence. Voilà. Alors, un mot essentiel et une idée essentielle que vous choisiriez pour synthétiser, non pas synthétiser, pour repartir après cet après-midi, ou en tout cas que vous auriez envie de pouvoir proposer à l'Assemblée. Tout seul, on n'y arrive pas. Et donc, on a intérêt à communiquer et on a intérêt à combiner, ensemble, à faire des synergies de compétences, si on peut dire des mots pompeux, mais en tout cas, on a intérêt à communiquer facilement et ensemble. Sous réserve que le patient soit d'accord, bien sûr. Attention, il ne s'agit pas de griller les choses. Mais en général, quand on téléphone au médecin du travail, on demande au médecin, vous êtes d'accord quand j'appelle votre médecin pour lui dire que il n'y a aucun problème, vous ne pouvez pas conduire, mais vous pouvez conduire les chariots élévateurs, par exemple. Voilà, c'est un truc, en 2 secondes, c'est fait. Vous voyez ? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous remercier en vous applaudissant.